2002, c'était la conférence de Durban, une conférence inoubliable pour les Juifs du monde entier, pour Israël en particulier. Israël était vilipendé et évidemment, ce n'est pas resté sans effet dans la société civile israélienne. Une ONG, voilà, on est en anglais, on est en français, c'est pas grave, qui s'appelle NGO Monitor, qui a été créée suite à cette conférence de Durban, a vu le jour et depuis, elle s'emploie avec beaucoup de précision et d'énergie, à démonter les mécanismes des financements de ces associations qui frôlent, ou qui fricotent avec des terroristes, avec des fonds un peu bizarres et qui surtout mettent à mal Israël. Pour en parler, nous avons un analyste francophone qui travaille au sein de cette ONG, il s'appelle Vincent Cheba. L'introduction était un peu longue, mais il fallait bien préciser le sujet. C'est parti. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Vincent Cheba, bonjour, on est ravis de vous accueillir et surtout de parler de votre métier au sein de cette association qu'on connaît mal, il faut bien le dire, et qui pourtant bosse dur. Très dur, vous êtes nombreux et en plus vous avez un statut consultatif auprès du Conseil économique et social de l'ONU, donc ce n'est pas rien, c'est important. Ce n'est pas rien, ça nous permet justement de porter notre voix et notre message dans les institutions du monde entier et d'être écouté finalement par les différents gouvernements, que ce soit des gouvernements français, belges, australiens ou même japonais. Et c'est vrai que ça nous aide beaucoup pour obtenir des résultats. Alors, je l'ai dit en introduction, mais vous faites quoi exactement ? Alors, comme vous l'avez bien expliqué dans votre introduction, suite à la conférence de Durban qui a eu lieu donc en 2001 en Afrique du Sud, c'était donc une conférence qui avait mis au pilori, on va dire, Israël, vraiment sur le banc des nations. Ce forum avait été organisé par des ONG. Et en fait, on a pris conscience... Organisation non gouvernementale, voilà. D'accord. Et en fait, on a pris conscience que ces ONG étaient très bien financées par des gouvernements, en particulier par l'Europe. On parle d'une somme assez importante d'à peu près 100 millions de dollars par an, donc c'est pas rien. Et en fait, notre but à NGO Monitor, c'était donc de faire des analyses, de documenter les projets de ces ONG qui sont actives dans le conflit israélo-arabe. Pas seulement leurs projets, mais aussi leur rhétorique. Oui, parce qu'ils avancent masqués, en fait. C'est toujours, quand on lit comme ça, sans vraiment se plonger dans le détail, c'est toujours noble comme sujet. Exactement, des projets sociaux, des projets éducatifs. Exactement, parce qu'ils brandissent l'étendard des droits de l'homme, du droit humanitaire, du droit international. Et c'est vrai que ça passe très bien, parce que c'est des choses positives. Donc c'est vrai qu'ils ont quand même l'écoute des gouvernements qui les financent, ils ont l'écoute des journalistes qui les publient en permanence. Et c'est vrai que finalement, après tout, pourquoi se méfier ? Exactement, pourquoi se méfier ? Et en définitive, il y a beaucoup de messages qui sont transférés par ces ONG qui sont faux ou pas tout à fait exacts, mais qui permettent d'isoler Israël sur la scène internationale. Et finalement, nous, on est là pour essayer de démonter un petit peu leurs affirmations, leurs allégations. Beaucoup de ces ONG sont très actives dans les campagnes discriminatoires de boycott, de désinvestissement et de sanctions, le BDS, mais pas seulement. Vous avez aussi des ONG qui sont impliquées dans ce qu'on appelle le lawfare, c'est des guerres juridiques contre Israël. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent d'aller à la Cour pénale internationale pour dénoncer Israël sur des faits qu'Israël aurait commis ou sur essayer donc qui a donné lieu l'été dernier, l'année qu'on a passée à des, on va dire, démantèlements d'habitations. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. On peut prendre même pour référence le rapport Goldstone, qui avait été publié suite à la première opération de Gaza en 2008. Et c'est vrai que ce rapport était basé sur des ONG palestiniennes comme israéliennes, comme internationales. Et c'est vrai que ce rapport avait vraiment pointé du doigt Israël et avait isolé Israël de la scène internationale. Donc c'est vrai qu'on est là pour essayer de démonter un peu leurs affirmations, leurs allégations, mais aussi de révéler leurs sources de financement. Parce que derrière toutes ces ONG, il y a quand même énormément d'argent public
et nous devons donc, c'est notre devoir de publier ça. Alors puisqu'on parle d'argent, c'est bien de préciser que vous êtes un organisme tout à fait indépendant. Vous êtes financé exclusivement par des fonds privés car vous tenez à votre indépendance. Vous ne voulez pas être taxé de parti pris. Exactement. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de votre action. Et on est apolitique. C'est-à-dire qu'on ne prend pas position sur des sujets politiques concernant Israël, que ça soit les implantations, que ça soit les futures frontières, que ça soit tous ces sujets qui sont un peu délicats. Vous ne rentrez pas là-dedans. On rentre pas là-dedans. On essaie simplement, encore une fois, de se focaliser sur le discours des associations et des ONG et de montrer, encore une fois, que ces ONG, on va dire, abusent de leur statut pour diffuser de fausses informations. Alors, donnez-nous un exemple. Alors, je sais que vous étudiez, on va dire, vous ne cherchez pas des sources très compliquées. Hein. Vous servez de la presse, vous servez de ce qui est en open source pour connaître exactement le travail de ces associations ou de ces organisations non gouvernementales. Vous cherchez quoi exactement ? Alors, premièrement, on cherche leur rapport d'activité pour savoir exactement ce qu'elles ont fait pendant une année écoulée, connaître leur programme, connaître leur discours, connaître surtout leur financement, parce que c'est important. Parce que si on arrive à prouver que différents pays financent ce genre d'ONG, donc on a quand même une certaine influence. Alors, donnez-nous un exemple concret, parce que c'est vrai que vous faites beaucoup de choses, et nous, on a besoin un exemple concret. Ouais, exactement. Alors, par exemple, avec la France, c'est un pays qu'on connaît bien. Ok. Qu'est-ce qui a été, on va dire, ces derniers temps, quel a été votre travail avec la France ? Qu'est-ce que vous Alors, par exemple, un exemple il y a quelques semaines en arrière, la France finance depuis peu un programme à Jérusalem-Est pour la jeunesse. Et en fait, il se trouve que la personne qui est donc référencée comme étant le contact de ce programme, travaillant donc pour une ONG palestinienne, est tout simplement un homme qui a été condamné en 2015 pour son appartenance au FPLP, une organisation terroriste. Et à l'époque des faits, il faisait de l'endoctrinement d'enfants pour la cause du FPLP. Il a eu 18 mois de prison, il était donc libéré en 2016 et on le retrouve en 2018-2019 sur le site français de la Commission nationale pour la coopération décentralisée comme étant le chef de projet pour la jeunesse. Voilà, exactement, le coordinateur de ce projet pour la jeunesse, donc à Silouane. Donc on peut craindre exactement. Et quand on pire. regarde même un petit peu les précédents de cette association, on va un peu sur leur compte Facebook, on se rend compte qu'ils ont fait quand même des activités qui sont pas très contre-productives. Ils ont fait par exemple une espèce de camp de jeunesse l'année dernière pour les vacances. Et on voit que lors de la clôture de ce camp de jeunesse, des enfants font une simulation d'une exécution théâtrale de la Palestine. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui est censé représenter Israël, il a le drapeau israélien sur son torse, et un autre enfant qui a le drapeau américain sur son torse, qui pointe un revolver sur le Palestinien, donc qui est accroupi par terre. Donc une exécution de la Palestine. On va dire, je ne sais pas si ce genre d'activité peut vraiment contribuer à la paix ou apaiser les tensions. Non, pas vraiment. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Puisque vous vous êtes rendu compte que la France finançait cette association, vous avez fait quoi ? Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a publié ça dans la presse, parce que c'est vrai que c'est très, très difficile d'avoir un contact avec les autorités françaises. On a essayé à plusieurs reprises dans le passé, et c'est vrai qu'ils ne nous ont jamais répondu. D'accord. Et donc, il y a eu quand même une certaine pression de la part de la presse. Il y a même eu une déclaration du ministère français des Affaires étrangères israélien qui exprimait son inquiétude par rapport à ce financement. Et on a vu il y a quelques jours en arrière que le nom de cette personne a été remplacé par une autre personne. Donc sur ils ont le enlevé site. Voilà, ils sont simplement ils ont enlevé. Mais sinon, il est toujours en fonction, quoi. Il est toujours en fonction. C'est un des fondateurs de cette association. Il est membre du conseil d'administration. Il a été plusieurs fois en France ces derniers mois. On le voit en photo, tout ça. Donc, Bon, on se rend compte que c'est un peu compliqué, on va dire, avec la France, parce que la France est un pays un peu plus opaque que les autres quant à ses financements. Exactement. Ses prises de position, notamment, on le sait, hein, par rapport au consulat de Jérusalem, sur Jérusalem, c'est un peu compliqué. On ne peut pas dire que Jérusalem est en Israël. Tout ça est un peu compliqué, on va dire ça, pour la France. Est-ce que pour d'autres pays comme le Danemark, par exemple, vous avez réussi à faire bouger les choses ? Effectivement, ces 2 dernières années, on a eu pas mal de succès, pas seulement au Danemark, mais c'était aussi en Hollande, en Suisse. Ça a commencé avec la Suisse, qui a réussi à faire passer une motion dans le Parlement, une loi,
qui a indiqué en gros que la Suisse ne financerait plus donc d'ONG qui ont des liens avec le terrorisme ou l'antisémitisme. Ils n'ont pas voulu mettre BDS dans la version finale de la loi pour ne pas être trop, on va dire, partisane peut-être. Pour ne pas être embêté sur les réseaux sociaux, peut-être aussi. Tout simplement. Ouais. Donc c'était un beau succès. Et après, quelque chose de mieux, c'était donc au Danemark, lorsque le Danemark a décidé de mettre en place des clauses contractuelles entre le bailleur de fonds, le Danemark en l'occurrence, et les récipiendaires, donc les associations. Et c'est celui qui reçoit l'argent. Okay. Et finalement, ces clauses indiquent clairement que l'ONG qui est récipiendaire de ces fonds ne devra pas utiliser ces fonds pour faire, par exemple, du BDS, du lawfare, des campagnes juridiques, ou bien que l'association en question ne doit pas avoir de membres dans son conseil d'administration ou dans son assemblée générale qui a des liens avec des organisations terroristes. Donc c'était quelque chose d'assez on va dire concret, on va dire pour le coup. Et c'est vrai que ça a eu un effet immédiat puisque on a vu que le Danemark, lors de ces nouveaux financements aux ONG, a supprimé une bonne série d'ONG qu'elle finançait depuis des années. Ouais, donc ça c'est vraiment une donc c'était quand même voilà. Alors exactement. Vous êtes quand même très nombreux à travailler, à analyser la presse, analyser les comptes de ces ONG pour savoir comment ça marche en interne. Vous êtes 22 personnes. 22 personnes. On va dire que sur ces 22, il y a 8 ou 9 analystes. Ouais. Le reste, c'est des gens qui vont travailler dans la communication. D'autres, il y a le président, le vice-président, la personne qui est chargée de liaison avec Bruxelles, qui est en permanence donc en Belgique. Donc c'est vrai qu'on va dire 8 ou 9 sur 22. Qui sont analystes. Alors, est-ce que vos communications, on va dire, ce que vous expliquez à l'ONU notamment, est-ce que ça a des bénéfices, est-ce que ça a des retombées positives pour Israël ? Assez difficile de savoir, mais ce qui est sûr, c'est comment on porte notre message et notre voix. Parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu ce qui se passe à l'ONU, on est une goutte d'eau, on va dire. Il y a peut-être 2 ou 3 organisations pro-israéliennes qui ont le droit, on va dire, à la parole, et le reste, c'est vrai, ils tiennent vraiment des discours nous isolant et nous pointant du doigt et nous mettant donc au pilori des nations. Ok. Alors, vous avez parlé de l'impact, bien sûr, sur les pays concrets. Hein, votre travail a un impact concret. Mais on se demande si, au-delà des États, ça va plus loin dans au sein des pays. Ça veut dire que si, je sais pas moi, les conseils régionaux financent aussi certaines ONG, si les régions, est-ce qu'elles aussi sont impliquées ? Bien sûr. Alors, par exemple, les impôts des... Si on prend le cas, par exemple, du dernier projet qui a été financé donc, à Jérusalem-Est, on parle d'une somme de 400 000 euros. Okay. D'accord. Maintenant, ces 400 000 euros sont répartis entre différents bailleurs de fonds. Il y a donc 200 000 euros qui proviennent du ministère français des Affaires étrangères. Et le reste, c'est différentes collectivités locales qui sont en général anti-israélienne. Ça peut être la mairie de Gennevilliers, ça peut être le conseil départemental de Loire-Atlantique, Nanterre, etc., qui sont vraiment très anti-israéliens, et ça, c'est vraiment connu. Maintenant, c'est vrai qu'au niveau des régions, vous avez par exemple la région Île-de-France qui finançait encore il y a quelques années en arrière des associations anti-israéliennes, que ce soit l'association France-Palestine Solidarité, la FPS, ou bien la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, qui est en fait un peu le lobby de la parole palestinienne donc, en France. Et donc, ces dernières années, on voit quand même qu'il y a une diminution de ces financements, voire même la fin de ces financements à ces associations. Pourquoi ? Parce qu'en 2016, le Conseil régional d'Île-de-France a passé donc un amendement en disant qu'il ne financerait plus des associations qui sont donc actives dans le BDS. Donc ça veut dire que tout ce travail que tout le monde fait, chacun à son niveau, hein, vous aussi, mais d'autres, font que finalement ça a quand même un effet. On a parfois l'impression de se battre contre des moulins à vent, mais non, ça marche, c'est un travail de longue haleine. De très longue haleine. De précision. Exactement. Mais ça a des répercussions. Sur quoi vous bossez en ce moment ? Alors en ce moment, je suis toujours sur le projet donc, de Jérusalem-Est, parce que c'est pas fini, encore des retombées. Je pense que dans quelques jours, on aura encore de nouvelles informations qu'on publiera.
Je travaille aussi sur l'Espagne depuis peu, parce que nous n'avons pas d'analyste espagnol. Alors, je suis pas donc... Je ne possède pas la langue hispanique, mais du moins, je comprends un petit peu. Et puis bon, ça ressemble un petit peu au français. On retrouve donc le nom des associations qui sont financées, donc c'est relativement simple. Donc en ce moment, je suis vraiment à fond sur l'Espagne. Et l'Espagne, c'est encore un autre monde. C'est bien pire que la France, je dirais. Même au niveau des financements, alors que l'Espagne, c'est censé être un pays beaucoup plus modeste, plus pauvre que la France. C'est un pays qui donne en moyenne, je sais pas moi, sur les 3 ou 4 dernières années, près de 60 millions d'euros aux Palestiniens, dont 30 millions sont transférés via des ONG. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Donc pour vous, c'est simplement un manque d'information. Oui. Ouais, parce qu'apparemment, ça marche quand les gens comprennent où va l'argent. Mais il faut encore avoir un partenaire ou du moins quelqu'un qui nous écoute de l'autre côté. Et c'est vrai que c'est pas évident. Ouais, alors comme je vous ai dit, un travail de lobbying, voilà, de l'advocacy, un petit peu du plaidoyer. Maintenant, c'est vrai que avec la Suisse, le Danemark, on a été écouté. La France est très opaque. Encore une fois, on a envoyé des lettres. On a envoyé des mails. La France ne publie pas les gens qu'il finance, quoi, les associations qu'il finance, on ne sait pas. Par exemple, il y a 2 jours en arrière, la France a donc fait un appel, enfin sur le site du consulat général de France à Jérusalem, un appel donc pour soutenir la société civile, d'accord. Donc ils allouent entre 10 et 50 000 euros à chaque association qu'ils financent. Et alors c'est vrai qu'il y a cet appel, mais on ne trouvera jamais les résultats de cet appel. On ne sait jamais qui obtiendra ces fonds. Bon, peut-être que grâce à vous, finalement, la France se décidera à publier, voilà, comme d'autres pays, le fait de savoir où va l'argent. On a bien le droit, après tout, de savoir. Merci beaucoup, Vincent Cheba. Longue vie à NGO Monitor. Tenez-nous au courant des évolutions, de tout ce que vous faites. Et puis, bien sûr, on peut monter sur le site pour en savoir un peu plus. Exactement. Alors, c'est NGO Macaf. Macaf, tiré du milieu, voilà, monitor.org. Ouais. Et on a aussi un nouveau site en français. Donc vous pouvez aussi regarder les différents fichiers infos et les différents documents que nous avons publiés en français. Donc si ça intéresse des personnes, pourquoi pas. En tout cas, continuez ce travail qui, j'en suis sûre, portera encore et encore ses fruits beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Merci beaucoup et à très bientôt, Vincent. À bientôt, merci beaucoup. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.